Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une classe thérapeutique qui a modifié la prise en charge du diabète de type 2, puis secondairement de l'obésité, les agonistes du récepteur du GLP-1. Alors, nous allons voir ensemble pourquoi ces molécules sont très importantes actuellement pour la prise en charge du diabète de type 2 et de l'obésité, puisque ce ne sont pas de simples antidiabétiques, mais des agents médicamenteux pléiotropes aux bénéfices multiples parallèlement sur l'action cardiovasculaire, la néphroprotection, mais aussi l'obésité. Alors, nous allons commencer par les bases. Donc, les agonistes du GLP-1 font partie de la classe des incrétinomimétiques. Leur spécificité est donc action glucose dépendante. C'est ce qu'on appelle le système incrétine. Alors, c'est une action glucose dépendante puisqu'ils ne stimulent la sécrétion d'insuline que lorsque la glycémie est élevée, ce qui leur confère un excellent profil de sécurité vis-à-vis du risque hypoglycémique. Mais ce qui fait leur modernité et leur intérêt important actuel, c'est leur action triple. Premièrement, c'est le contrôle sur la glycémie qui est assez intéressant. Ensuite, nous avons la protection cardiovasculaire et néphroprotection qui est démontrée sur plusieurs classes des agonistes, des analogues de GLP-1, et aussi une perte pondérale importante, significative, qui reste un atout important chez les patients diabétiques de type 2 qui sont souvent en surpoids ou obèses. Donc, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de formes injectables par voie sous-cutanée, ce qui implique bien sûr une éducation thérapeutique comme pour l'insuline. Alors, pour comprendre le mécanisme de ces médicaments, il faut maîtriser la physiologie des incrétines. Donc, après un repas, l'intestin va sécréter deux hormones principales, le GLP-1, qui est le glucagon-like peptide, et le GIP. Donc, leur rôle est d'augmenter la sécrétion d'insuline par le pancréas de manière prandiale, avant même que le glucose sanguin augmente. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet incrétine, qui représente à peu près 50 à 70% de la sécrétion d'insuline postprandiale. Donc, en physiopathologie, chez le patient diabétique de type 2, cet effet incrétine est souvent altéré, c'est-à-dire on observe une diminution de la sécrétion de GLP-1 et une résistance à l'action du GIP. C'est cette défaillance que nous allons corriger avec les agonistes du GLP-1, puisque en l'ajoutant de façon exogène, il va permettre d'amplifier la réponse incrétine de ces molécules. Alors, pour le mécanisme d'action, donc les agonistes GLP-1, comme nous venons de le dire, sont des molécules pléiotropes, c'est-à-dire qu'ils agissent sur plusieurs organes cibles. Au niveau du pancréas, donc voilà, ils stimulent la sécrétion d'insuline par les cellules bêta et inhibent la sécrétion de glucagon par les cellules alpha. Donc c'est une double action qui est bénéfique pour le patient diabétique de type 2. Au niveau de l'estomac, ils vont ralentir la vidange gastrique, ce qui diminue les pics postprandiaux de glucose, mais surtout qui va permettre une atteinte de la satiété beaucoup plus rapide avec des volumes alimentaires moindres. Et au niveau du système nerveux central, ils vont augmenter la sensation de satiété et diminuer l'appétit. Donc la résultante est un bénéfice très important pour le patient diabétique de type 2 et obèse. Donc nous allons observer une baisse de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée secondairement, du poids, tout en assurant une protection cardiovasculaire et une néphroprotection. Donc c'est cette action intégrée qui rend cette classe vraiment très attractive pour le patient diabétique de type 2 actuel. Alors nous venons de voir donc les mécanismes d'action directs des agonistes GLP-1 sur la glycémie, le poids et la satiété. Mais ce qui fait véritablement la force de cette classe, comme nous venons de le dire à la fin, c'est l'effet protecteur cardiovasculaire et rénal. Donc cet effet est indépendant en partie de l'action sur le glucose, mais qui est aussi amplifié par la diminution de la glycémie, l'amélioration de l'équilibre glycémique. Donc si on essaie de détailler ces mécanismes, ils sont essentiels pour comprendre et justifier la place de ces traitements chez le patient à haut risque et à très haut risque cardiovasculaire. Donc au début, on va commencer par la protection cardiovasculaire. Elle agit par deux voies. Donc nous avons la voie métabolique, il y a la voie métabolique indirecte et directe. Donc la voie métabolique indirecte en améliorant l'équilibre glycémique, en réduisant la glucotoxicité, en favorisant la perte de poids, on diminue l'insulinorésistance et par un effet modeste, on abaisse la pression artérielle systémique. Donc tous ces facteurs concourent à réduire le stress métabolique sur le système cardiovasculaire. Et par la suite, il y a la voie vasculaire dite directe qui reste la plus intéressante. Les agonistes du GLP-1 agissent directement sur l'endothélium vasculaire, ils augmentent la production du monoxyde d'azote, ce qui améliore la vasodilatation,
Il diminue aussi les cytokines inflammatoires et les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif. Donc voilà, la résultante de ces deux voies, c'est une stabilisation de la plaque d'athérome et une réduction significative des événements cardiovasculaires ultérieurs, notamment l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Donc voilà, c'est démontré par plusieurs études sur la sécurité cardiovasculaire et donc ce qui rend cette molécule vraiment très intéressante pour le patient coronarien entre autres. Passons maintenant à la protection rénale, qui est aussi très importante pour le patient diabétique et obèse. Donc, elle repose sur trois piliers principaux. Donc, nous avons la régulation hémodynamique, puisque les agonistes du GLP-1 réduisent la pression intraglomérulaire et limitent l'hyperfiltration pathologique. Il y a aussi une intégrité du filtre rénal. Ces molécules ont une action ciblée et documentée pour réduire l'albuminurie. Et enfin, nous avons la protection tissulaire antifibrotique, puisqu'ils inhibent l'activité des fibroblastes et diminuent l'inflammation interstitielle. Donc voilà, tout ceci va aboutir à une préservation du débit de filtration glomérulaire et une protection à long terme de la fonction rénale. Alors, quelles sont les indications de cette classe qui sont donc issues de tous les mécanismes physiologiques et physiopathologiques que nous venons de voir? Donc, elles sont désormais un petit peu élargies. Au début, c'était pour le patient diabétique de type 2 mal équilibré, donc par l'amélioration de la glycémie et la diminution de l'hémoglobine glyquée. Mais avec certaines classes et avec certains dosages qui sont de plus en plus augmentés, ces molécules sont donc indiquées chez le patient obèse et parfois même en surpoids si le BMI est supérieur à 27,5 kg/m², puisqu'elles permettent la perte de poids pour un objectif thérapeutique indépendant du diabète de type 2. Aussi, ces molécules sont indiquées en présence d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie, devant une albuminurie et une maladie rénale chronique, car ces molécules ont prouvé leur efficacité pour ralentir la progression vers l'insuffisance rénale chronique. Donc voilà, ce sont des molécules qui voilà, agissent indépendamment du diabète de type 2 sur l'obésité, mais aussi sur la protection des organes importants. Donc, passons maintenant aux différentes molécules disponibles. Je vais parler particulièrement de la Tunisie. Donc, plusieurs molécules ne sont pas présentes, mais nous avons quand même certaines qui sont très intéressantes. Alors, pour commencer, le biata n'existe plus, donc c'est une des molécules qui est les plus anciennes, puisqu'elle est utilisée plusieurs fois par jour. Ensuite, nous avons le semaglutide qui est présent sur le sol tunisien avec une injection par semaine, avec des dosages de 0,25, 0,5 et 1 mg. Et nous avons aussi le liraglutide à la dose de 0,6 mg et 1,2 mg, mais pour une injection quotidienne, donc une injection tous les jours. Donc aussi, il existe plusieurs agonistes des analogues GLP-1 dans le monde, avec des agonistes doubles, voire triples. Quand on parle d'agoniste double, c'est un agoniste qui contient du GLP-1, mais aussi de la GIP, qui existe sous le nom de tirzépatide. Et nous avons aussi les agonistes triples qui sont avec le GLP-1, GIP, mais aussi le glucagon, qui est le rétratrutide, en cours d'essai clinique et qui existe actuellement dans certains pays. Alors, comme tout médicament, comme toute classe thérapeutique, les molécules des agonistes du récepteur de GLP-1 ont des effets secondaires qu'il faut connaître et savoir gérer. Donc, les plus fréquents sont d'ordre digestif, à type de nausées, vomissements, diarrhée. Ils sont souvent transitoires et s'atténuent avec le temps. Et il est très très important de prévenir les patients avant de débuter le traitement concernant ces effets indésirables-là pour savoir débuter le traitement à dose progressive afin de limiter ces effets. Alors plus rarement, on peut observer aussi un risque de pancréatite aiguë ou de lithiase biliaire. D'ailleurs, les antécédents de pancréatite aiguë est une contre-indication à la prescription de ces molécules. Donc ce sont des complications rares, mais très importantes à aviser le patient quant à ces effets-là. Et par la suite, nous allons voir donc les contre-indications. Les contre-indications, comme nous venons de le voir, qui sont l'antécédent de pancréatite aiguë ou d'atteinte pancréatique chronique. Nous avons aussi l'insuffisance rénale chronique sévère avec une clairance inférieure à 30 ml par minute. Les patients de moins de 18 ans, la présence de gastroparésie comme complication neuropathique du diabète qui va aggraver les effets indésirables et provoquer même des états d'urgence digestifs. Dans le diabète de type 1 ou le diabète pancréatique, pendant la grossesse ou l'allaitement,
Et enfin, c'est primordial en cas d'antécédent de cancer médulaire thyroïdien ou de néoplasie médulaire, néoplasie endocrinienne multiple de type 2, car les récepteurs aux analogues GLP-1 sont exprimés dans la thyroïde. Donc, il est très important de faire un interrogatoire minutieux avant de débuter cette prescription. Alors, les agonistes de GLP-1 ne sont pas prescrits seulement en monothérapie. Ils peuvent s'associer parfaitement avec d'autres classes, notamment les inhibiteurs SGLT2, qui sont une autre classe très intéressante pour le patient diabétique de type 2 et à haut et très haut risque cardiovasculaire. Les mécanismes de ces deux molécules sont complémentaires. Les inhibiteurs SGLT2 agissent particulièrement sur le rein, alors que les analogues GLP-1 agissent sur le pancréas, l'estomac et le cerveau. Donc cette synergie renforce la protection cardiovasculaire et rénale. Et aussi, on peut associer l'insuline avec les agonistes de GLP-1. Cette association est particulièrement intéressante puisque les agonistes de GLP-1 vont permettre de réduire les doses d'insuline, de limiter la prise de poids liée à l'insuline et de réduire le risque d'hypoglycémie. Donc c'est cette synergie qui est maintenant la plus intéressante pour le patient diabétique de type 2. Alors le succès de ces traitements, bien sûr, va reposer sur l'éducation thérapeutique, comme pour tout traitement antidiabétique. Donc il faut expliquer aux patients de respecter les modalités et la fréquence des injections, d'adopter une alimentation adaptée, fractionner les repas pour limiter les effets digestifs, éviter les repas trop copieux qui majoraient les nausées, maintenir une bonne hydratation, consulter s'il existe une douleur abdominale importante, des vomissements persistants, de signes de déshydratation, euh, encourager le patient à favoriser une alimentation hyperprotitique pour éviter le risque de la perte musculaire lors de la perte pondérale. Et donc voilà, le patient doit bien sûr maîtriser son traitement puisque c'est un traitement qui reste assez corrélé avec des effets indésirables. Donc la surveillance, bien sûr, va reposer, comme pour tout patient obèse ou diabétique de type 2, sur la clinique, mais aussi sur certains dosages biologiques. Donc la surveillance de l'efficacité va évaluer les glycémies capillaires, l'hémoglobine glyquée et l'évolution du poids de l'IMC, bien sûr. On va surveiller la tolérance par l'interrogatoire ou la recherche des troubles digestifs. Surveiller les complications qui restent bien sûr très 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 graves, donc notamment le risque de pancréatite ou de lithiase biliaire. Surveiller la fonction rénale et bien sûr comprendre comment le patient s'injecte et voir s'il y a des erreurs d'injection. Donc voilà, les agonistes du GLP-1 offrent un contrôle glycémique assez important, efficace, couplé à une perte pondérale significative et une cardio-rénoprotection importante. Donc leur principal atout, c'est aussi le faible risque d'hypoglycémie grâce à leur action glucose dépendante. Donc il s'agit d'un traitement bien sûr qui va être individualisé selon le phénotype du patient et le choix de la molécule, de la dose et de l'association dépend du profil du patient et des comorbidités ainsi que ses objectifs.